Bonjour, il est 11 heures, donc on va commencer ce webinaire sur l'arrêté des comptes. Un arrêté des comptes un peu particulier cette année on a tous vécu une année particulière et on est encore, je dirais, dans des séquences assez étonnantes en ce moment même. Et donc, Acanexia souhaite vous présenter un webinaire plutôt esprit pandémique avec un certain nombre de points d'attention sur lesquels on souhaite partager avec vous euh, des particularités, des sujets liés à la pandémie. Il y aura également dans le cadre de ce webinaire des sujets plus transversaux qui ne sont pas forcément liés à la pandémie, mais globalement, le fil conducteur de notre présentation tourne autour des impacts de cet événement majeur que nous avons tous connu en 2020. En premier lieu, Sandrine prendra la parole sur les points d'attention relatifs à la crise sanitaire. Deuxième intervenant, Gwenolé Lebert, vous parlera des impacts de la crise sur les tests de dépréciation. On est toujours sur les impacts pandémiques. Laurent Casbonne prendra la parole pour échanger avec vous sur la partie de l'amortissement dérogatoire et ce que l'on peut faire sur l'amortissement dérogatoire pour recapitaliser un petit peu les sociétés qui bénéficient de ce dispositif. Et puis, j'évoquerai moi-même les sujets sur la loi de finances, les projets de loi de finances. Et enfin, Géraldine finira sur l'activité partielle durant la crise sanitaire et les impacts sur les états financiers. Donc, Sandrine, je te passe la parole. Merci Philippe. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Si on peut passer à la slide suivante. Merci. Le but de cette courte intervention, c'est de faire un petit focus sur certains points d'attention qu'il nous semble important d'analyser et de creuser dans le cadre des clôtures de vos comptes annuels 2020. Si l'année dernière, la clôture 31/12/2019 avait permis de considérer pour la plupart des entreprises et des groupes la crise de la Covid-19 comme un événement postérieur à la clôture, ce n'est plus le cas cette année. Ceux d'entre vous qui ont dû faire des clôtures intermédiaires ou qui avaient des clôtures décalées le savent déjà, mais pour les autres, nous pensions important de vous alerter sur certains sujets qui sont de toute façon toujours d'actualité. Le premier point, ça concerne le contrôle interne parce que vos procédures ont pu évoluer, les contrôles ont pu être réalisés en mode dégradé compte tenu du travail à distance, de la fermeture des frontières. Donc, il est possible que des erreurs se glissent dans vos comptes parce que vous pensez que le contrôle est fait comme d'habitude, or ce n'est pas le cas. Le deuxième point d'attention, c'est que dans ce contexte de travail à distance, on a une recrudescence importante des risques cyber et des attaques. Et donc, les risques de fraude peuvent eux aussi être plus élevés qu'à l'ordinaire. Le second point concerne la continuité d'exploitation. Certains secteurs d'activité sont très touchés par la crise sanitaire et même malgré les aides de l'État, on peut se retrouver dans des situations difficiles. On va sans doute vous demander de vous prononcer dans vos annexes sur votre estimation concernant la continuité d'exploitation. Si vous avez une incertitude significative, il faudra l'indiquer en annexe. Si vous n'en avez pas, il faut aussi le mentionner a priori parce que quand les nouvelles sont bonnes, autant les donner. Et par contre, si vous considérez qu'elle est irrémédiablement compromise, là, il faudra passer en valeur liquidative, ce que je ne souhaite à personne. Si on parle des dettes financières, pour les PGE, l'ANC s'est prononcé sur la comptabilisation des PGE. Ils doivent être enregistrés en emprunt auprès des établissements de crédit et considérés comme des dettes à échéance de plus d'un an, sauf si vous avez décidé de ne pas bénéficier de la période additionnelle d'amortissement, si vous souhaitez le rembourser tout de suite. Si vous avez une rupture de covenant à la date de clôture, là, il ne faut pas oublier qu'une telle rupture de covenant, si vous n'avez pas obtenu un accord de vos banques, un waiver avant la date de clôture, va vous conduire normalement à positionner l'emprunt en question en dette court terme. Donc, en annexe, ça peut un peu modifier les choses. Si par contre vous avez eu un waiver avant, là, il n'y a pas de souci. Et si le waiver est obtenu entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, vous pouvez le mentionner en annexe, mais vous n'avez pas le droit normalement de garder votre emprunt en dette long terme. Et si jamais vous avez bénéficié de reports
jusqu'à 6 mois de remboursement de vos dettes, normalement, ça n'a pas d'impact sur la présentation de vos états financiers. Ça peut juste modifier un petit peu l'échéancier qui est présenté en annexe dans l'état des échéances des dettes. Si on peut passer au slide suivant. Un point d'attention important également, c'est au niveau des valeurs d'inventaire et des dépréciations sur vos immobilisations corporelles, incorporelles et des titres. Les autorités considèrent que la crise sanitaire constitue généralement un indice de perte de valeur qui devrait vous conduire à mettre en œuvre des tests de dépréciation. Là, j'ai précisé un peu quelques points, mais Gwenolé en parlera de façon beaucoup plus détaillée dans son intervention, donc je vous propose de ne pas aller plus avant. Juste, ayez bien en tête que les dépréciations sur les écarts d'acquisition ne peuvent pas être reprises. Mais il y a donc pas mal d'entreprises qui regardent d'abord s'ils n'ont pas des indicateurs de perte de valeur sur des immobilisations comme des titres ou des immobilisations corporelles, qui, si elles sont dépréciées, la dépréciation pourra être reprise si les choses vont mieux. Pour les amortissements des immobilisations, beaucoup d'entreprises se sont posé la question, je n'utilise pas mon outil de production, je n'utilise pas mon immeuble, est-ce que j'ai le droit d'arrêter ou de réduire, enfin de limiter le montant des dotations aux amortissements sur ces immobilisations? Alors là, l'ANC a répondu de façon très claire, sauf si vous avez un amortissement qui est basé sur le nombre d'unités d'œuvre produites par la machine, par exemple, vous n'avez pas le droit d'arrêter votre amortissement. Vous pouvez éventuellement revoir la durée d'utilité parce que vous considérez que vous allez gagner 6 mois à la fin, mais vous ne pourrez pas réduire d'un seul coup. Vous êtes obligé de linéariser l'impact. Pour les stocks, là encore, vous avez peut-être été dans un contexte de production tout à fait différent de ce qu'il est à l'ordinaire. Bon, pour rappel, la sous-activité ne doit pas être inclue dans l'évaluation des coûts de production. Donc, il peut y avoir un travail assez important de revue de vos prix et de vos valeurs de stock en valeur brute déjà. Et il en est de même pour les dépréciations parce que les perspectives de vente ne sont peut-être plus les mêmes, vos rotations ne sont sans doute plus les mêmes. Donc, les modèles habituels statistiques sont à revisiter pour pouvoir avoir une évaluation qui soit juste compte tenu du contexte spécifique. Si on peut prendre le slide suivant, s'il vous plaît. Pour les provisions, bon, pour mémoire, les pertes d'exploitation futures ne peuvent pas être provisionnées. Donc, vous ne pouvez pas dire l'année prochaine, j'aurai des mauvaises marges, je provisionne cette année comme ça pour que mon exercice 2021 soit plus préservé. Les provisions pour restructuration, il faut qu'il y ait une obligation qui se soit matérialisée avant la date de clôture pour pouvoir les constater. Et il faut aussi être capable d'évaluer le montant qui sera à décaisser. Et dans les cas exceptionnels où vous n'êtes pas capable de mesurer de façon fiable le montant de la provision, il est rappelé que vous pouvez vous les mentionner dans ce cas-là en passif éventuel dans l'annexe. Mais vous donnez quand même l'information. Pour les créances clients, là aussi, on peut avoir des défaillances importantes sur certains secteurs, des risques plus importants. On pense à l'hôtellerie, la restauration, l'aéronautique, l'automobile. Donc là encore, si vous avez des modèles statistiques qui sont basés sur des historiques, il faut sans doute les revoir et il est recommandé de suivre les défaillances clients significatives jusqu'à la date d'arrêté des comptes, voire jusqu'à l'Assemblée générale, parce qu'elle pourrait avoir des impacts importants sur ces comptes. Bon, je vais passer sur l'abandon de créances, parce que ce sont vraiment des points de détail. L'ANC a fait des recommandations, la dernière version, c'est le 24 juillet 2020, qui reprennent un peu tous ces sujets et explicitent assez clairement la façon dont ils doivent être comptabilisés. Pour le chiffre d'affaires, les problématiques peuvent porter sur les modifications de contrats ou des remises que vous avez pu devoir accorder à vos clients. Il y a aussi le sujet des loyers. Si vous avez obtenu des remises de loyers de la part de vos bailleurs, si vous avez eu cette chance, juste pour mémoire, IFRS 16 offre une option un peu exceptionnelle de reconnaître tout de suite le produit lié à cette remise de loyer.
dans vos résultats sans être obligé de passer par la mécanique de la revue du contrat. Au niveau des charges sociales de l'IS, il est recommandé de faire un suivi attentif de tous les changements réglementaires qui sont quasi quotidiens. Et là encore, l'ANC s'est prononcée sur les modalités de comptabilisation d'un certain nombre de programmes. D'allocation d'activité partielle doit normalement être comptabilisé au crédit du compte de charge de personnel. Le fonds de solidarité en IFRS, cette allocation d'activité partielle doit être traitée selon IAS 20. Le fonds de solidarité pour les TPE, lui, est une subvention d'exploitation. Normalement, tous les reports et rééchelonnements de dette fiscale sociale n'ont pas d'impact sur les modalités de comptabilisation. Et il en est de même pour les remboursements anticipés de crédit d'impôt et de TVA. Au niveau de la classification comptable, on pourrait avoir tendance à vouloir isoler les impacts de la crise sanitaire dans le compte de résultat, histoire de présenter un résultat comme si la crise n'était pas arrivée et à part l'événement Covid. Là, l'ensemble des autorités de réglementation comptable se sont prononcées en indiquant que pour elles, ce n'était pas quelque chose à faire, puisqu'elles considèrent qu'il est impossible d'isoler l'ensemble des impacts de la crise sanitaire. Vous n'allez pas pouvoir mesurer facilement un manque de chiffre d'affaires ou ce genre de choses. Donc, en conséquence, ils préconisent d'indiquer dans une note annexe l'ensemble de ces impacts. L'ANC propose plutôt pour les PME, TPE, des modèles de compte de résultats et de bilan pour présenter les impacts de Covid sans qu'ils apparaissent sur une ligne séparée du compte de résultats. Et l'ANC a aussi indiqué que ces impacts Covid ne devaient a priori pas être mis en résultats exceptionnels. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Gwenolé qui va vous en dire un peu plus sur les tests de dépréciation. Merci Sandrine. Bonjour à tous. Donc, un petit focus en effet sur les impacts de la crise sanitaire et les conséquences sur la mise en œuvre des tests de dépréciation là, pour cette clôture 2020. Donc, on va commencer par un petit rappel des principes d'évaluation des actifs, si on peut passer sur la diapo suivante. Merci. Donc, rappel rapide, donc le test de dépréciation, en quoi ça consiste? Donc, il s'agit de comparer la valeur nette comptable d'un actif ou d'un groupe d'actifs avec sa valeur actuelle. Et donc, sa valeur actuelle, je rappelle que c'est la valeur maximale, la valeur la plus élevée lorsqu'on compare la valeur vénale et la valeur d'usage. Donc, la valeur vénale, c'est théoriquement la valeur de marché à la date de clôture. Pour la déterminer, donc, soit on peut, pour une société cotée, se référer directement au cours de bourse, et pour des entités non cotées, on va mettre en œuvre des méthodes basées sur des multiples boursiers ou des comparables de transactions. La valeur d'usage, elle, va être déterminée comme étant la somme des avantages économiques futurs et de la valeur terminale d'un actif. Donc, on va appliquer des méthodes classiques, des discounted cash flow ou les surprofits. Alors, en ce qui concerne les actifs à tester, bien entendu, on va tester tout ce qui est actifs incorporels et corporels au niveau des comptes sociaux. Et dans les comptes consolidés, on va être amené également à tester la valeur des écarts d'acquisition qui ne sont pas amortis. Alors, un petit point de rappel aussi, la valeur des titres de participation dans les comptes individuels, elle est examinée, alors elle peut être examinée par d'autres méthodes que celles que je viens de décrire, mais en pratique, on se base souvent sur les mêmes références, à savoir la valeur vénale ou la valeur d'usage. Alors, pour ce qui est de la périodicité, donc on doit tester annuellement les actifs incorporels qui sont non amortissables, ainsi que les titres de participation dans les comptes individuels. Et pour les actifs amortissables ou des groupes d'actifs, on va tester également, mettre en œuvre un test de dépréciation lors de l'apparition d'indices de perte de valeur. Voilà, donc on a remis pour rappel aussi un petit arbre de décision pour rappeler un petit peu tout les modalités de mise en œuvre du test. Voilà, je ne vais pas redétailler ça à présent puisque vous connaissez ces sujets. Donc, on va passer un petit peu plus en détail sur les modalités de détermination, dans un premier temps, de la valeur vénale dans le contexte de la crise sanitaire que l'on connaît. Donc, si on peut passer sur la slide suivante, merci. Donc, je rappelle le principe pour déterminer la valeur vénale.
En général, on va se baser sur des approches par le marché, c'est-à-dire on va déterminer des multiples issus de comparables de transactions récentes ou de comparables boursiers pour des entreprises qui font partie du même secteur d'activité. Donc, dans le contexte actuel de crise sanitaire, les références habituelles aux valeurs de marché pourront être jugées moins pertinentes du fait de la volatilité des cours et de l'incertitude sur les perspectives d'avenir. Donc, les remarques que je fais, bien entendu, elles portent sur le contexte où on va être amené à examiner la valeur vénale d'une entreprise non cotée par référence à des valeurs cotées, puisque pour une entreprise cotée, par définition, le cours de bourse reste bien entendu une référence qui est tout à fait pertinente pour la clôture 2020. Donc, dans le cas d'une entreprise non cotée pour laquelle on cherche à déterminer la valeur vénale sur la base de références cotées ou multiples de transactions, donc quelques précisions concernant les multiples. Donc, comme je disais, les comparables de sociétés cotées deviennent un petit peu moins pertinents puisque on a constaté temporairement une baisse des cours, ce qui peut évidemment entraîner un biais, du moins, dans la détermination du rapport classique entre valeur d'entreprise et EBITDA, puisque peut-être que la valeur d'entreprise, si on se réfère au cours de bourse, elle a fortement baissé, alors que l'EBITDA n'a pas forcément baissé dans les mêmes proportions. Donc voilà, on va avoir des phénomènes comme ça qui vont biaiser un petit peu l'application stricte de cette méthode, ce qui rend cette application moins pertinente. De la même manière, donc, si on se réfère à des comparables de transactions, on a eu toute une période, en fait, surtout sur le premier semestre 2020, au cours de laquelle on a constaté un fort ralentissement, pour ne pas dire quasiment un arrêt des transactions d'entreprise. Donc, ce qui, bien entendu, atténue aussi le volume de transactions et les références comparables auxquelles on pourrait se référer dans cette année 2020. Malgré tout, sur le second semestre, on a quand même assisté à un redémarrage un petit peu dans les opérations de fusion, de rachat, donc qui redonne un petit peu de visibilité quand même sur ces comparables. Autre paramètre du calcul de la valeur vénale, bien entendu, souvent c'est l'EBITDA, puisque souvent on calcule la valeur d'entreprise par un multiple d'EBITDA corrigé de l'endettement net. Donc la question se pose de savoir comment est-ce qu'on détermine l'EBITDA dans un contexte de crise sanitaire, avec un EBITDA 2020 qui, par définition, sera pas forcément représentatif. Pour autant, est-ce qu'il faut le prendre stricto sensu en considérant que voilà, c'est quand même le reflet de la situation actuelle, ou faut-il au contraire prendre en référence un EBITDA moyen déterminé sur plusieurs années? Est-ce qu'il faut se référer à un EBITDA qui serait déterminé hors impact Covid? Bon, voilà, il y a des questions qui se posent actuellement sans véritablement qu'on puisse dire qu'il y a une solution meilleure qu'une autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on doit se référer à la valeur vénale pour la clôture 2020 dans le cadre des tests de dépréciation, il faudra avoir une approche assez documentée pour expliquer l'approche qu'on a retenue et la manière dont on a déterminé cette valeur vénale. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante où donc on va indiquer cette fois-ci les points d'attention sur la détermination de la valeur d'usage. Donc je rappelle le principe sur cette valeur d'usage. Donc, en général, on utilise la méthode DCF pour calculer la valeur vénale. Donc, ce qui suppose un certain nombre de paramètres de calcul, notamment en premier lieu, évidemment, la construction d'un business plan qui va servir de cadre au calcul des flux de trésorerie. Alors, ce qui est recommandé pour cette clôture est la construction des business plans. Habituellement, on a souvent tendance à construire un business plan sur un seul scénario. Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire cette année, il est recommandé, éventuellement dans la mesure du possible, de construire plusieurs scénarios et de probabiliser la survenance de chacun de ces scénarios. Et ensuite, cette probabilisation permettra d'avoir un scénario, entre guillemets, central. Alors, les points appréhendés dans la construction des BP sont bien entendu essayer de savoir quelle sera la durée durant laquelle la crise économique va avoir des impacts sur l'activité des entreprises ou des groupes. Donc, c'est évidemment un paramètre difficile à appréhender. Deuxième chose, point d'attention sur les conditions d'utilisation des actifs.
Est-ce qu'on est en période de sous-activité? Est-ce qu'on a des lignes qui sont arrêtées temporairement? Donc, tous ces éléments-là sont à appréhender dans la construction du business plan. De même que les perspectives de croissance, on va dire, pendant la période explicite du business plan, et puis au-delà, on y reviendra après, sur le calcul de la croissance à long terme. Donc aujourd'hui, on voit notamment dans le cadre de l'exercice 2020, mais probablement sur la projection 2021, on a eu une forte baisse d'activité, et puis on peut avoir, suivant les secteurs, un phénomène de rattrapage, donc un phénomène de rattrapage dans le temps qui est aussi difficile à appréhender de manière certaine dans la construction des business plans. Autre point qu'il faut prendre en compte, c'est l'impact des aides gouvernementales type exonération chômage partiel, des choses comme ça qui atténuent l'impact des charges de personnel et qu'il faut également prendre dans la construction des flux de trésorerie. Et enfin, prendre en compte également dans les variations du besoin fonds de roulement à court terme, l'impact éventuel des reports d'échéances fiscales et sociales qui auront pu être effectués par les entreprises. Voilà, donc deuxième point de vigilance sur la construction du BP, c'est de se dire, dans la mesure du possible et du raisonnable, revoir l'horizon des prévisions pour mieux envisager les impacts de la crise sanitaire sur la dégradation des flux de trésorerie. C'est-à-dire que si on avait coutume de se limiter à un horizon de 2-3 ans sur la période explicite, il est peut-être plus raisonnable de se projeter sur une période explicite un petit peu plus longue, peut-être 4-5 ans et voire 6, pour bien appréhender l'impact de la crise et les perspectives de redressement envisagées. Autre paramètre de calcul important dans la mise en œuvre de la méthode DCF, c'est la valeur terminale, donc avec 2 points d'attention importants. Bon, l'EBITDA normatif de la dernière année du business plan, il faudra évidemment être vigilant sur la manière de le construire, et puis également revoir les perspectives de taux de croissance à long terme du chiffre d'affaires, voire de la marge, sur l'année normative. On peut passer à la slide suivante. Donc, les autres paramètres de calcul importants, bien entendu, c'est le taux d'actualisation. Donc, je rappelle que le taux d'actualisation pris en compte pour le calcul du DCF, de la valeur d'usage selon la méthode DCF, est déterminé comme étant la pondération entre le coût du capital et le coût de la dette. Et donc, dans la composante coût du capital, on la détermine en partant d'un taux sans risque auquel on additionne des risques spécifiques, soit de marché, soit de taille de l'entreprise, des risques liés éventuellement aussi à des zones géographiques, enfin voilà, tous les risques spécifiques liés à l'entreprise ou à l'activité pour laquelle on fait un test de dépréciation. Alors, le point de vigilance sur le taux d'actualisation, c'est surtout de faire attention de ne pas prendre en compte en double les effets néfastes et négatifs de la crise sanitaire, puisque on pourrait être tenté d'une certaine manière d'augmenter les primes de risque compte tenu de la crise sanitaire. Mais si on a déjà revu le business plan en appréhendant des flux de trésorerie dégradés du fait de la crise sanitaire, il faut être vigilant à ce moment-là, ne pas avoir quelque part la double peine et reprendre à la fois dans les flux du business plan et dans le taux d'actualisation les impacts de la crise sanitaire. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Et puis, dernier point concernant les tests de dépréciation, donc une vigilance peut-être accrue cette année sur les informations à fournir au titre des tests de sensibilité. Habituellement, on fournit souvent des informations concernant la sensibilité sur les variations du taux d'actualisation et du taux de croissance à long terme, par exemple. Donc, cette année, il faudra peut-être envisager des informations supplémentaires en mesurant la sensibilité aux hypothèses clés du business plan, puisque vous l'avez compris, le business plan cette année est vraiment un paramètre crucial dans la construction des tests de dépréciation. Donc, il faudra peut-être donner des informations sur la sensibilité aux variations de marge et d'EBITDA. Voilà les points un petit peu essentiels, importants, concernant la mise en œuvre des tests de dépréciation donc dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. On peut passer à la slide suivante et je passe donc la parole à Laurent pour vous parler de la reprise massive des amortissements dérogatoires. Merci Gwenolé pour cette présentation. Donc on va aborder en effet un sujet fiscal qui est l'idée d'une reprise massive des amortissements dérogatoires que l'on voit naître chez certains
et de voir un petit peu quels sont les enjeux et puis d'une part si c'est possible comptablement et fiscalement. Donc, on a vu que les impacts financiers de la crise sanitaire sont particulièrement lourds et le législateur a notamment prévu pour les entreprises plusieurs dispositifs, dont certains qui prévoient de renforcer les fonds propres. Et on peut noter notamment la loi de finances pour 2021 qui prévoit la possibilité de procéder à une réévaluation libre en neutralité fiscale, qui est un dispositif bien particulier pour renforcer les fonds propres et que je ne vais pas développer ici, mais qui sera évoqué dans une présentation qu'on fera en partenariat avec le cabinet d'avocats MSB le 8 décembre. Donc, si ça vous intéresse, je vous engage à vous inscrire à cet événement, soit sur notre site internet, soit sur notre lien LinkedIn. Donc, pour ce qui vous intéresse, c'est un renforcement des fonds propres, entre guillemets, puisque les amortissements dérogatoires font partie déjà des fonds propres, mais un renforcement et une amélioration du résultat par une reprise massive des amortissements dérogatoires qui ont été antérieurement pratiqués. Donc, on va voir, est-ce que c'est possible d'une part et quels sont les enjeux. Donc, sur la slide suivante, on détaille donc les enjeux de cette reprise massive. Bon, quels sont-ils? Tout d'abord, une capacité à augmenter de façon importante le résultat comptable de l'entreprise, puisque si on annule le résultat l'amortissement dérogatoire, on vient augmenter le résultat comptable et par conséquent, on vient améliorer la capacité distributive de la société et ça peut être particulièrement intéressant quand on est dans des sociétés qui sont sous régime LBO et avec une filiale qui a l'obligation de remonter des dividendes à sa maison mère pour que sa maison mère puisse procéder au service de la dette. Donc ça, c'est un premier sujet qui peut être en effet intéressant. Le deuxième sujet, c'est une opportunité dans le cadencement du report en avant des déficits, puisqu'on sait qu'on a une limitation de la reprise des amortissements, enfin des déficits fiscaux antérieurs qui est limitée à 1 million d'euros. Et en effet, si on vient diminuer notre perte fiscale dans cette année de crise, du coup, ça va peut-être nous prémunir ou du moins amoindrir les effets de cette limitation dans le report en avant des déficits fiscaux. Donc là aussi, une opportunité sur ce sujet. Autre sujet d'opportunité, c'est éventuellement des notations d'entreprise ou des ratios financiers qui sont calculés dans des contrats type Covenant, et puis en fonction des agrégats qui sont prévus dans ces contrats, l'amélioration du résultat de l'entreprise peut être un sujet. Alors attention toutefois, bien sûr, quand on est dans des calculs de ratios financiers dans des covenants bancaires, on est souvent quand même sur des ratios financiers qui sont déterminés sur des comptes consolidés et bien évidemment, les amortissements dérogatoires, comme vous le savez, sont annulés en compte consolidé, ce qui atténue un petit peu cette opportunité. Donc, slide suivante, on va évoquer la possibilité de reprendre ces amortissements dérogatoires. Donc, on va la voir sous deux angles. Le premier angle, c'est un angle comptable. C'est le plus simple, donc on commence par ça. Un petit rappel donc, sur l'amortissement. Ce que le plan comptable général prévoit, c'est une obligation d'amortir les biens qui sont susceptibles d'une obsolescence ou d'une usure sur une durée qui est déterminée en fonction de la durée de vie estimée des biens. Donc, on est sur une durée d'utilité. D'un point de vue fiscal, on a l'opportunité de procéder à un amortissement dégressif, par exemple, ou un amortissement qui serait calculé sur une durée d'usage qui serait inférieure à cet amortissement calculé sur une durée de vie d'utilité d'un point de vue comptable. Et on vient constituer dans les comptes de la société un amortissement dérogatoire qui n'est pas une dépréciation, mais qui est simplement une écriture fiscale qui est obligatoire pour pouvoir permettre de cet avantage fiscal. Donc, dans la mesure où cet amortissement dérogatoire qui résulte d'un amortissement dégressif ou d'un amortissement sur une durée d'usage est une écriture purement fiscale qui résulte d'une décision de gestion,
si la société décide d'arrêter cet amortissement fiscal et cette opportunité fiscale, eh bien, comptablement, rien ne s'oppose à ce qu'on reprenne ces amortissements. Et donc, du coup, nous n'avons pas comptablement d'obligation de permanence des méthodes qui viendrait faire entrave à une reprise massive d'amortissement dérogatoire. Donc, ceci est levé d'un point de vue comptable. Par contre, on va voir dans le slide suivant que d'un point de vue fiscal, les choses sont plus complexes. Alors, ce qu'il faut avoir en tête d'un point de vue fiscal, et ce qui est vraiment fondateur ici, c'est l'article 39B du CGI. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, cet article 39B? Il vient nous dire qu'à la clôture d'un exercice, les amortissements qui ont été effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un bien donné, eh bien, ils ne peuvent être inférieurs au montant cumulé des amortissements déterminés selon le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. Alors, toute la question est sur cette durée normale, et par durée normale, il faut entendre la durée d'usage et non pas la durée d'utilité, comme on va le voir dans les slides suivants. La sanction ici, si on ne respecte pas ça, elle est très lourde, puisque à défaut de se conforter à cette obligation, eh bien, on rentre dans ce qu'on appelle le dispositif des amortissements irrégulièrement différés, et donc ceux-ci sont perdus et on perd le droit définitivement à la déduction fiscale de ces amortissements s'ils sont considérés par l'administration comme irrégulièrement différés. Alors, on va prendre un petit exemple pour illustrer ça. Dans le slide suivant, on va présenter déjà un cas où on a un amortissement dérogatoire qui résulte d'un amortissement comptable qui serait déterminé sur une durée de vie plus longue que l'amortissement fiscal. Donc là, on a dans cet exemple un bien d'une centaine de milliers d'euros. On a une durée de vie économique du bien qui est de 10 ans, et donc un amortissement sur cette durée qui est pratiqué comptablement en linéaire sur 10 ans. Et un amortissement fiscal qui prévoit une durée d'usage de 5 ans, et la société décide de pratiquer un amortissement dérogatoire et d'amortir fiscalement ce bien sur 5 ans pour bénéficier de l'avantage fiscal d'un amortissement sur une durée plus courte. Donc là, nous avons en bas à gauche dans notre petit tableau, dans la 6e colonne, un amortissement fiscal cumulé qui donc part à 20 000 € la première année et qui fait que le bien est intégralement amorti d'un point de vue fiscal à la 5e année. Qu'est-ce qui se passe si sur ce bien on est en année 6, donc l'année est grisée? Est-ce qu'on a l'opportunité de reprendre le solde de 40 000 € des amortissements dérogatoires cumulés depuis qu'on a investi dans ce bien? Eh bien là, la réponse, elle est négative, puisque le point de vue de l'administration fiscale qu'on voit dans la dernière colonne, c'est un amortissement minimum 39B du CGI qui est déterminé sur la durée d'usage, et donc on a une parfaite similitude entre cette dernière colonne et l'amortissement fiscal cumulé, et toute reprise de l'amortissement dérogatoire entraînerait des discussions avec l'administration fiscale qui pourrait considérer que l'absence de dépréciation comptabilisée en amortissement dérogatoire constitue un amortissement irrégulièrement différé. Donc là, il vaut mieux éviter. Dans le slide suivant, on va voir un autre cas. Donc là, on est… là, je pense qu'il manque un slide, il faut remonter un slide. Voilà. On est sur un amortissement dégressif. Donc, un amortissement dégressif dure une durée de 5 ans. Donc, toujours le même bien acquis pour 100 000 €, amorti comptable linéairement en 10 ans. Et puis, en fiscalité, un amortissement fiscal sur une durée de 5 ans, mais un amortissement dégressif. Et donc là, l'administration fiscale, en fait, on vous a mis le lien ici dans le BOFIP. Elle vient expliquer que, en ce qui concerne les biens qui ouvrent le droit à un amortissement dégressif, les choses sont beaucoup plus intéressantes, puisque l'entreprise, elles peuvent, sans contrevenir à l'article 39B du CGI, non seulement venir différer la fraction d'annuité dégressive excédant l'annuité linéaire, donc ça c'est une première chose,
Mais encore, elles peuvent également se dispenser de pratiquer l'annuité linéaire elles-mêmes lorsque l'amortissement global comptabilisé depuis l'origine excède le montant cumulé de l'amortissement linéaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Toujours, c'est plus simple avec un petit exemple. Si on reprend notre exemple précédent et qu'on se situe en année 2, on a amorti notre bien comptablement à hauteur de 20 000 €, donc il a une VNC de 80 000 € en comptabilité. On a un amortissement fiscal qui est très agressif les premières années, puisqu'on est sur du 5 ans et en plus avec un amortissement dégressif. Donc, on a déjà un amortissement fiscal cumulé qui est à hauteur de 57 750 € et qui excède finalement plus de la moitié de la valeur d'origine du bien. Eh bien, on voit que dans ce cas, l'amortissement fiscal, toujours calculé comme on a vu selon l'article 39B du CGI, il n'est que de 40 000 € en fin d'année 2. Et donc là, vous avez clairement une possibilité de limiter votre amortissement dérogatoire d'une part, c'est-à-dire de ne pas procéder aux 12 750 € d'amortissement dérogatoire, mais également venir encore faire baisser l'amortissement fiscal pour le limiter à 40 000 €, tout en respectant l'article 39B du CGI. Donc, on voit que dans ce cas de figure, c'est intéressant. Par contre, si sur ce même bien, on se positionne cette fois-ci en année 6, eh bien, en année 6, on voit que l'amortissement fiscal cumulé effectif qui est dans la colonne 6, il est identique à l'amortissement minimum de l'article 39B du CGI. Eh bien là, le solde de l'amortissement dérogatoire, on ne peut pas le reprendre en comptabilité. Donc, on voit que les choses sont quand même assez complexes et que ça demande une analyse assez fine pour savoir ce qui peut être repris ou pas en comptabilité. Donc, on peut passer au slide suivant peut-être pour les conclusions. Comptablement, la reprise d'amortissement dérogatoire, c'est une possibilité. Par contre, fiscalement, on est très encadré par l'article 39B du CGI et on est tellement encadré que cette reprise, elle nécessite en fait une approche immobilisation par immobilisation en veillant à respecter l'amortissement fiscal minimum cumulé. Et donc, avec des enjeux, comme on a vu, qui sont importants, puisque c'est le risque de tomber sous le coup des amortissements irrégulièrement différés. Et là, c'est un raisonnement qu'il faut faire un petit peu par opportunité. S'il y a des grosses immobilisations, pouvoir décaler certains amortissements et bénéficier ainsi des avantages, comme on l'a vu précédemment, de report d'amortissement fiscal. J'en ai terminé pour cette présentation sur les amortissements dérogatoires et je repasse la parole à Gwenolé qui va repartir sur le nouveau règlement relatif aux comptes consolidés. Merci à tous. Merci Laurent. Donc effectivement, un point qu'on souhaitait faire sur le nouveau règlement relatif aux comptes consolidés. Alors je précise qu'il s'agit des normes françaises. Donc c'est un nouveau règlement qui ne va pas directement impacter l'arrêté 2020, mais on souhaitait quand même attirer votre attention sur ce nouveau texte qui s'appliquera à partir de 2021, de manière à ce que vous puissiez déjà avoir les notions principales de ce texte et que vous puissiez les appréhender dès la clôture 2020 et anticiper les incidences sur l'exercice 2021 à venir. Voilà, on peut passer slide suivante. Merci. Donc, quel est le contexte de ce nouveau texte? Donc, l'ANC a publié ce texte au printemps 2020. Il y avait déjà eu un projet qui avait été soumis à consultation l'année dernière. Donc là, c'est la transcription sous forme de règlement qui a été publiée durant le début d'année 2020. Et donc, ce règlement s'appliquera pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, dès qu'il sera homologué. Donc, ce texte va s'appliquer de manière prospective dans la plupart des cas, mais on pourra néanmoins choisir d'appliquer de manière rétrospective un certain nombre de méthodes comptables sur lesquelles on va revenir, notamment la comptabilisation des contrats de crédit-bail à l'actif, l'étalement des primes d'emprunt et frais d'émission d'emprunt, la comptabilisation des frais d'établissement en charge et de même que la comptabilisation à l'actif des coûts de développement et frais de création de site Internet. Voilà, donc a priori, d'emblée, je peux vous dire que ce nouveau texte n'introduit pas de modifications majeures pour les sociétés commerciales par rapport au texte version 99.02 actuel. Voilà, on peut passer slide suivante.
Voilà, merci. Donc, parmi les principaux changements, il y a l'origine du texte était un des objectifs de l'ANC, en tout cas, était de regrouper dans un seul texte les règlements qui concernaient différents secteurs. Donc, on avait un règlement pour les entreprises commerciales, un autre pour les entreprises du secteur bancaire et financier, et enfin un dernier règlement pour le secteur des assurances et des institutions de prévoyance. Donc, les modalités concernant ces différents textes ne sont pas substantiellement modifiées, mais sont unifiées dans un seul et même règlement. On peut passer page suivante. Voilà, alors, un des points importants qui est mis en avant dans ce nouveau texte concerne la définition des méthodes comptables, puisque ce nouveau règlement clarifie la classification des méthodes comptables. Désormais, on va avoir 3 catégories de méthodes. On va avoir les méthodes, premièrement, les méthodes comptables qui s'appliquent aux comptes individuels. Et donc, on aura dans ce cadre le choix de méthodes comptables alternatives lorsque les options sont possibles dans les comptes individuels. Donc là, il y aura une symétrie totale entre le référentiel, les comptes individuels en langue française et les comptes consolidés. Ensuite, on aura une deuxième catégorie de méthodes qui seront les méthodes comptables obligatoires, mais uniquement pour les comptes consolidés. Donc, on va voir, c'est à peu près l'équivalent des méthodes, ce qu'on appelait aujourd'hui méthodes préférentielles, mais avec quelques aménagements quand même par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui. Et une dernière catégorie de méthodes qui seront les méthodes comptables optionnelles dans les comptes consolidés. Voilà, donc je rappelle que l'ANC désormais ne parle plus de méthode préférentielle, mais a défini la notion de méthode de référence qui s'applique dès les comptes individuels. Et donc, les méthodes de référence qui seront prévues dans les comptes individuels le sont aussi par symétrie, comme je disais, dans le cadre de l'établissement des comptes consolidés. Alors, un petit focus sur les changements sur les méthodes. Donc, quelles sont les méthodes comptables qui deviennent obligatoires dans les comptes consolidés? Il y a en premier lieu l'inscription à l'actif des contrats de crédit-bail, ainsi que l'étalement des primes d'émission, primes de remboursement et frais d'émission d'emprunt. Donc, à l'heure actuelle, ces méthodes étaient simplement préférentielles, en général appliquées par la plupart des groupes, donc ne devraient pas introduire de modifications majeures pour la plupart des groupes en 2021. Mais voilà, donc ce caractère optionnel jusqu'à présent devient obligatoire à compter de 2021. Autre méthode obligatoire, la comptabilisation des frais d'établissement en charge, ainsi que la comptabilisation à l'actif des frais de développement, frais de création de sites Internet, etc. Donc, ces méthodes-là, elles étaient optionnelles auparavant, elles deviennent désormais obligatoires. Alors, un point de nouveauté totalement inédit, c'est le reclassement des subventions d'investissement dans un poste de passif hors capitaux propres qui devient la méthode obligatoire. Alors, dans la pratique, c'était également ce qui était le plus pratiqué par les groupes, mais je rappelle qu'il y avait quand même la possibilité de maintenir les subventions d'investissement dans les capitaux propres. Donc ça, c'était une option comptable possible, ce qui permettait également d'accroître les fonds propres du groupe. Donc cette option n'est plus permise à compter de 2021. Et enfin, dernière méthode obligatoire, donc ça sera l'élimination de l'incidence des écritures passées pour respecter les législations fiscales du type amortissement dérogatoire ou provision réglementée. Donc, aucun changement à ce niveau-là, puisque ces provisions ou amortissements étaient d'ores et déjà éliminés dans le cadre du règlement actuel. Alors, 3 exceptions sur le caractère obligatoire des méthodes comptables. Le provisionnement des engagements de retraite, donc, qui a donné lieu à des débats, mais finalement qui reste un choix optionnel à la discrétion du groupe. Donc, on pourra toujours choisir entre comptabiliser ces engagements de retraite ou faire une simple mention dans l'annexe. Autre exception au caractère obligatoire des méthodes comptables, c'est l'application de la méthode à l'avancement, donc qui était jusque-là une méthode préférentielle dans le cadre du règlement actuel, et donc qui devient une méthode optionnelle. Et puis, dernière exception, c'est la suppression de la possibilité d'enregistrer en résultat les écarts de conversion des actifs et passifs monétaires. Donc ça, c'est également une nouveauté, puisque dans le cadre du texte actuel, la plupart des groupes appliquaient la méthode préférentielle qui consistait à comptabiliser ces écarts de change dans le compte de résultat. Donc cette faculté ne sera plus permise par le nouveau règlement, et donc les écarts de conversion devront être maintenus au bilan, ce qui constituera pour le coup une divergence qui peut être notoire avec le référentiel IFRS.
Voilà, on peut passer slide suivante, s'il vous plaît. Alors, quels sont les impacts sur les états de synthèse? Vous allez voir que ces impacts sont vraiment assez limités, hein. Il y a peu de modifications par rapport au format de présentation des états de synthèse actuels. Principal changement, c'est que les écarts d'acquisition désormais ne seront plus présentés sur une ligne à part en haut du bilan. Ça sera inclus dans les immobilisations incorporelles avec une ligne de détail faisant ressortir le montant de ces écarts d'acquisition. Et deuxième nouveauté, c'est que les impôts différés actifs et passifs n'apparaîtront plus sur une ligne distincte du bilan, mais seront intégrés dans les rubriques autres créances et autres dettes. Alors, au niveau du compte de résultat, de la même manière, donc pas d'évolution notoire, hormis simplement le classement des amortissements des écarts d'acquisition lorsque ces amortissements sont pratiqués ou lorsqu'un groupe est amené à constater une dépréciation d'écarts d'acquisition. Donc, jusqu'à présent, cet élément était présenté au pied du compte de résultat, donc en dessous du résultat net des entreprises intégrées. Donc, désormais, cette ligne de dotation sera remontée dans le résultat d'exploitation et donc un agrégat intermédiaire sera créé, à savoir le résultat d'exploitation avant dotation aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition. Et autre petit point subsidiaire concerne l'information sur le résultat par action qui devient facultative, sauf pour des groupes qui seraient cotés sur des marchés financiers type Euronext Growth, par exemple. On peut passer page suivante. Alors, en résumé, les principales modifications concernant les informations à fournir en annexe, donc assez peu de modifications par rapport au règlement actuel. Quelques sujets simplement qui sont impactés par le nouveau règlement. Dans l'ensemble, l'esprit est plutôt d'aller vers une simplification et de fournir un peu moins d'informations, notamment concernant les entités ad hoc, les entrées de périmètre et les informations sectorielles. Et à l'inverse, sur les tests de dépréciation des écarts d'acquisition, le nouveau règlement va requérir de fournir des informations plus détaillées que ce qui était demandé actuellement dans le cadre du règlement 99-02. Donc, on sera peu ou prou amené à présenter un niveau d'information assez proche de ce qui est demandé par le référentiel IFRS. Voilà, donc plutôt on va dire un texte qui simplifie, qui allège un petit peu les obligations en termes d'information, hormis sur les tests de dépréciation des écarts d'acquisition. Voilà, donc on en a terminé sur ce petit point sur la présentation des comptes consolidés, enfin du nouveau règlement qui s'appliquera en 2021 pour les comptes consolidés en langue française. Et donc je passe la parole à Philippe pour vous faire un focus sur les principales mesures du projet de loi de finances 2021. Merci Gwenolé. Je crois que quelques participants ont levé la main. Je rappelle le process pour que ce soit plus clair. On répondra à quelques questions à l'issue de la présentation. Alors maintenant, pour ce qui concerne les principales mesures du projet de loi de finances, on les a regroupées en 3 typologies majeures d'impôts, et ce sont d'ailleurs les impôts majeurs en France. Le premier concerne la TVA. Le second point va concerner l'IS, le troisième point l'impôt de production et puis comme toujours dans le projet de loi de finances, on a ramassé un certain nombre de dispositions diverses et variées sur lesquelles le législateur, on va dire, réalise une petite voiture balai et on a tout redisposé dans une seule et unique thématique qui sont les autres dispositions. Voilà, donc l'élément majeur en matière de TVA, c'est une nouveauté assez significative puisque l'article 45 prévoit la mise en place d'une TVA groupe, un régime qui serait assez proche de l'intégration fiscale, mais cette fois-ci en matière de TVA. Alors on peut se dire comme ça que c'est une vraie révolution, en réalité pas tant que ça, c'est une transposition, il s'agit plutôt d'une transposition d'une directive européenne. Au niveau de la TVA et ça existe déjà, c'est déjà déployé dans une vingtaine de pays de l'Union européenne. Donc la réalité, c'est que la France se met en ordre de bataille pour être assez identique à ce qui se passe au sein de l'Union. Donc la philosophie de cette TVA groupe, un seul assujetti serait créé dès lors que l'on a la possibilité de démontrer un groupe économique, organisationnel et financier. Et l'intérêt évidemment majeur de ce dispositif, c'est de pouvoir effacer la totalité des transactions économiques entre toutes les entités du même groupe et donc d'éviter des effets de bord de trésorerie liés à la collecte et à la déductibilité de TVA entre les entités du groupe.
Donc les avantages, ils sont assez clairs, hein. Ça permet de simplifier la gestion de TVA au sein du groupe et puis, puisqu'une seule déclaration à réaliser et enfin assurer aussi une meilleure neutralité fiscale, en matière de TVA comme je vous l'expliquais au sein du groupe. Alors les conditions, évidemment, il faut avoir son siège, la personne assujettie qui serait, définie doit avoir son siège en France. Les entités doivent être indépendantes juridiquement, mais on peut également regrouper des succursales, heu, d'entités, en zone France. Il faut également que les entités soient très liées sur le plan organisationnel, comme je le disais, économiquement et financièrement. Donc, clairement, ce doit être un groupe avec une vraie vocation de groupe et une structuration de groupe. Et puis, dernier point, majeur, c'est qu'on ne peut pas, mais ça semble assez clair, on ne peut pas être membre de plusieurs groupes de TVA. On est forcément membre d'un seul et unique groupe, heu, puisqu'on voit bien comment ce serait compliqué de pouvoir gérer, 2 zones de déclaration de TVA avec 2 assujettis. Donc en pratique, il va y avoir la possibilité d'intégrer les membres souhaités, c'est-à-dire que mécaniquement, en exemple, si un groupe détient 100 des entités, de ses filiales, il peut choisir, c'est pas mécanique, c'est-à-dire que c'est pas la totalité du groupe qui serait, concernée, mais c'est un choix. Donc, on choisit les entités, qui seraient, dans ce groupe d'intégration, TVA. C'est une option qui doit être formulée auprès du service, des impôts par l'assujetti unique. Donc en quelque sorte, si on fait encore une fois un parallèle avec l'intégration fiscale, c'est la tête de groupe. Hem Et il est possible qu'avec l'accord des membres. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a des lettres d'option d'intégration fiscale, il y aura des lettres d'option qui vont permettre de démontrer que les membres du groupe sont, en accord, de rentrer dans le groupe lié, dans le groupe de TVA. Ce qui va être important aussi dans le momentum de création de ce nouveau groupe, ça va être le stock de crédits de TVA du N-1 et il ne pourra pas être imputé sur le nouveau groupe. Donc on dissocie bien le passé de TVA, des entités qui rentrent dans son groupe et le futur et les opérations futures. Donc il y aura vraiment, au moment où le groupe se constituera, il y aura une gestion à réaliser, c'est-à-dire les crédits de TVA seront remboursés aux bornes de l'entité, qui rentrerait dans le groupe et puis elle apporterait ses opérations en matière de TVA pour le futur. Il y a une rigidité aussi en termes d'options, c'est comme, l'intégration fiscale, hein, on a quand même pas mal de parallèles, puisque l'option doit être formulée le 31 octobre N-1 pour pouvoir être applicable au 1er janvier. Et la durée de l'option est aussi assez rigide, c'est 3 ans, c'est un peu plus court que l'intégration, fiscale, mais c'est assez significatif. En pratique également, l'extension du groupe, comme je le disais, est plus rigide que celle de l'intégration, puisqu'on ne peut sortir en fait, qu'au 1er janvier de l'année suivante si on déclare au plus tard le 31 octobre N-1. Donc il y a quand même tout un agenda et un calendrier à bien avoir en tête pour rentrer et sortir de cette intégration de TVA. Il y aura également l'obligation de réaliser annuellement une communication avec l'administration fiscale pour, communiquer qui est membre du groupe, qui ne l'est plus, tous les ans. A priori, ce serait sur le mois de janvier. Heu, donc évidemment, comme je vous le disais, toutes les opérations internes au sein de ce groupe de TVA seraient considérées comme inexistantes en matière de TVA. Un seul membre pour, le paiement de la TVA, a priori l'assujetti. Et puis, malgré tout, il faudra avoir en tête que c'est un maintien des obligations de suivi au niveau de chacune des entités. Pourquoi? Parce que le contrôle fiscal, il sera mené qu'aux bornes de l'entité, comme en intégration fiscale. Il ne sera pas mené pour l'ensemble du groupe. C'est chaque entité pourra être contrôlée en matière de TVA. Donc, il faudra avoir capacité à justifier des flux TVA apportés au groupe. Puis aussi, il peut y avoir des notions de coefficient d'assujettissement qui sont différents selon les entités et ça, il faudra le mener aussi aux bornes du groupe. Et de la même manière, si on parle de coefficient d'assujettissement, il y a un sujet qui est toujours un peu je dirais en embuscade, c'est la taxe sur les salaires derrière, évidemment, pour ces éléments. Heu, les modalités de remboursement de crédit seront différentes, elles seront reprécisées et il y aura des demandes de l'administration, régulières qui pourront être faites aux bornes du groupe, mais c'est assez classique. Voilà, donc un gros changement qui se prépare. 1er janvier 2023, là, c'est plus une annonce une réalité, du texte, donc les prochaines lois de finances vont bien repréciser cette thématique, mais c'est important de l'avoir en tête, heu, parce que dans les groupes, ça peut simplifier,
la gestion de la TVA, pour autant qu'il y a pas mal de flux interco. Slide suivante, s'il vous plaît. Autre modification, mais plus anecdotique sur la TVA, d'abord sur le commerce électronique. La précédente loi de finances avait entériné le fait qu'on modifiait le régime de TVA en matière de commerce électronique dès lors qu'on faisait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires avec d'autres membres de l'Union européenne. Il y a un report de 6 mois, donc c'est pas très prégnant comme thématique. Malgré tout, il faut le signaler. Et en même temps que ce report, quelques aménagements ont été insérés. Et le principal, ça concerne les opérations à TVA sur marge qui sont exclues de ce régime. On reprécise également un autre point de TVA sur la taxation de taux droit commun à l'ensemble des importations soumises au régime particulier pour la déclaration et le paiement de TVA. C'est plus anecdotique, ça concerne l'import et l'autoliquidation de TVA sur des sommes inférieures à 150 euros. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, merci. Bon, je rappelle dans cette slide la réduction du taux d'IS qui n'a pas été remise en cause. Il y a une petite coquille sur le support report de 6 mois, c'est à supprimer. Donc, il n'y a pas de remise en cause de la trajectoire du taux d'IS dans ce projet de loi de finances 2021. Donc, pour les PME, toujours 15% jusqu'à 38 120 euros en base. Je rappelle les seuils, 7,6 millions de chiffre d'affaires, 75% détenus par des personnes physiques ou elles-mêmes ou des sociétés qui elles-mêmes satisfont ces conditions. Et puis ensuite, 28% au-delà, puis 26,5 pour les résultats 2021 et 25 en 2022. L'IS pour les autres entités, 2020, vos arrêtés fiscaux seront à 28%, 26,5 en 2021, 25 en 2022. Et puis pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, il y a un petit décalage temporel qui se réalise d'année en année. En tout état de cause, ça n'a pas été modifié cette année. On reste sur la tendance qui avait été définie pour la loi de finances 2020. Et puis, je rappelle que la contribution sociale sur les bénéfices est maintenue. En matière de crédit d'impôt, une nouveauté a été introduite. Elle a été hyper médiatisée pendant ce mois de novembre de confinement, le crédit d'impôt bailleur. Donc, c'est un crédit d'impôt qui est quand même tout de même assez rigide, puisqu'il faut que ça concerne les entreprises, enfin les locataires qui font l'objet d'une fermeture administrative. L'obligation de fermer leur établissement pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc, on voit que ça réduit quand même le champ des possibles et ça limite principalement restaurateurs et retail globalement. Donc, ça concerne que les loyers du mois de novembre. Le montant du crédit d'impôt va dépendre de la taille de l'entreprise, du locataire. Si les effectifs sont inférieurs à 250 salariés, le crédit d'impôt sera égal à 50% des sommes abandonnées. Et puis, au-delà de 250 jusqu'à 5000, puisque les entreprises de 5000 personnes ne sont pas concernés par ce dispositif. Donc, au-delà, il y a un plafond complémentaire qui s'additionne qui vient s'ajouter, 50% des sommes abandonnées dans la limite de 2/3 du montant du loyer. Je voulais préciser également d'autres modifications en termes de crédit d'impôt. Il y a un aménagement qui serait inséré. Encore une fois, c'est le projet de loi de finances, donc il faut que je sois toujours au conditionnel. Et tout ce qui vous est dit là est soumis au vote final en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Donc l'aménagement sur le crédit d'impôt recherche concernerait l'arrêt d'un doublement des dépenses auprès des organismes publics. Il y avait un mécanisme intégré dans le crédit d'impôt, dans le calcul du crédit d'impôt, qui vous permettait d'augmenter les sommes à reporter dans le calcul du crédit d'impôt dès lors qu'on faisait appel à de la recherche publique. Donc ce dispositif va être supprimé. Et il y avait également dans le calcul du crédit d'impôt recherche un dispositif lié aux dépenses engagées en Corse, donc une petite particularité qui, elle aussi, serait supprimée. J'ai rappelé qu'il y avait des crédits d'impôt cinéma et audiovisuel qui étaient étendus à l'adaptation audiovisuelle des spectacles, typiquement les théâtres qui diffusent. Et là, le taux de crédit est à 25%. Et puis, il y a une prorogation sur les crédits d'impôt liés à la production d'œuvres phonographiques jusqu'au 31 décembre 2024. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Autre grande thématique, impôt de production.
Donc l'impôt de production a beaucoup été médiatisé puisqu'il y a eu pas mal de lobbying sur la diminution de ces impôts, puisque la trajectoire d'IS était plutôt en réduction et que finalement, l'impôt de production représentait une masse assez significative dans les comptes de résultats, des entreprises. Donc l'idée étant d'essayer d'aider, les entreprises en réduction de cette pression fiscale, et notamment la majeure, la CET qui est composée de la CFE, et de la CVAE. Donc là, il y a une petite faute de frappe, pardonnez-nous, c'est CFE pour l'ensemble. 2 éléments majeurs, une prolongation, de l'exonération de 3 ans pour création d'établissements en matière de CET, non pardon, de CET, et cette prolongation d'exonération serait également appliquée aux extensions d'établissements, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et enfin, la CFE, sur le calcul de la base foncière de la CET, une évaluation comptable des établissements industriels serait allégée. Alors, je rappelle que pour les établissements industriels, la mécanique, c'est une mécanique de valorisation selon de la valeur locative selon des systèmes de taux. On prend l'ensemble, à la fois les parties foncières, terrain, et puis d'un autre côté, installation, et on y applique un taux. Les taux actuels sont de 8% sur la partie foncière et puis 12% sur la partie installation, et ces taux seraient abaissés à 4 et 6%. Donc l'idée étant encore de réduire cette pression liée à la cotisation foncière des entreprises, point qui est plutôt prégnant dans les établissements industriels en région. La diminution de la CET, on en a beaucoup parlé, à compter de l'imposition 2021. Donc là, c'est 2 dispositifs. Une baisse du taux de CVAE qui serait divisé par 2. Donc sur la partie valeur ajoutée, donc la partie on va dire variable de l'impôt de la CET, va être globalement divisée par 2, et ce pour toutes les entreprises, puisque toute la règle de calcul, puisque c'est un taux progressif jusqu'à 50 millions d'euros, dans la détermination du calcul, tout a été divisé par 2. C'est-à-dire que l'ensemble des entreprises qui payent aujourd'hui une cotisation sur valeur ajoutée paieront 2 fois moins de cotisation valeur ajoutée sur leur exercice 2021. Et puis aussi un abaissement du taux de plafonnement de la CET, puisqu'on a toujours des possibilités de plafonner la CET, c'est-à-dire la base cotisation valeur ajoutée plus cotisation foncière, à 2% de la valeur ajoutée qui est générée par l'entreprise, alors qu'auparavant, je rappelle que c'est, enfin auparavant, en tout cas jusqu'en 2020, c'est 3%. Donc on a vraiment un mécanisme de diminution significatif de cet impôt de production qui est intégré dans notre projet de loi de finances. Slide suivante, s'il vous plaît. D'autres dispositions, on rappelle rapidement, on voit bien que l'entreprise a cherché enfin l'entreprise, pardon, l'État a cherché un maximum de dispositifs de recapitalisation. Laurent en a parlé, on a un séminaire spécifique sur la réévaluation libre, donc la possibilité d'exonérer fiscalement, temporairement, les réévaluations. C'est un dispositif qui, si on le réalise encore pour les années passées, générait une fiscalité, donc c'est un des éléments qui limitait l'intérêt du dispositif. Deuxième élément aussi de dispositif de recapitalisation, c'est les possibilités d'ISBAC d'immeubles par une entreprise. Donc, je rappelle que le principe originel, c'est la fiscalité de la plus-value l'instant où on cède l'immeuble, au même titre qu'une cession classique, ô combien même on le reprend sous forme de crédit bail. Et là, dans le cadre du projet de loi de finances, l'étalement serait possible. Donc on reprend un dispositif qui existait, qui avait été un dispositif réalisé pour la crise financière de 2008, dispositif par le président Sarkozy. Régime d'apport en société d'une créance rachetée à une valeur décotée serait assoupli. C'est un mécanisme qui permet de racheter, de faire rentrer un tiers, et d'un rachat privilégié du tiers de cette créance à une valeur décotée, afin de recapitaliser significativement la dite société. Et il y avait le régime prévoyait une durée avant de pouvoir réaliser cette opération. Là, on serait dans une mécanique instantanée. Et enfin, 2 éléments concernant les sociétés de procédure en conciliation. L'abandon à caractère commercial qui est déductible quand la société est en difficulté, c'est-à-dire en procédure de sauvegarde et redressement judiciaire, le serait aussi dans le cadre d'une procédure de conciliation.
Et puis également, dans le cadre d'une procédure de conciliation, la possibilité de récupérer le remboursement des créances de carry-back à compter du 1er janvier 2002 de manière plus rapide que ce qui est fait actuellement. Slide suivante, s'il vous plaît. Je voulais faire un petit point également, puisque c'est inscrit dans la loi de finances, la généralisation de la facture électronique. C'était déjà engagé dans la loi de finances 2020. C'est rappelé et accentué dans la loi de finances, projet de loi de finances 2021, puisque dès 2023, l'obligation d'accepter les factures, de la réception de factures électroniques pour l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire qu'à compter de 2023, on ne pourra pas demander une facture papier pour autant qu'on ait obtenu une facture électronique. Entre 2023 et 2025, selon la taille, et ce rythme et de taille va être fixé par décret, il y aura une obligation d'émettre toutes les factures au format électronique, de telle sorte qu'en 2025, la facturation électronique soit systémique. Ce qui est recherché par l'administration derrière, évidemment, c'est l'automatisation des flux et la possibilité d'avoir beaucoup moins de difficultés en matière de collecte de TVA, puisque la totalité des flux seront généralisés. Ce qui est probable aussi qui arrive en parallèle, puisque ça existe déjà dans un certain nombre de pays membres de l'Union, c'est les fichiers d'écriture comptable de TVA associés aux déclarations de TVA. C'est très probable que ce soit un dispositif qui se glisse en parallèle de cette obligation de facturation électronique. Je ne vais pas m'attarder sur tous les dispositifs, il y a quelques prorogations de quelques régimes favorables, mais qui sont plus des régimes qui peuvent concerner certains d'entre vous peut-être. Voilà, j'ai rappelé les éléments de prorogation, on ne va pas les redescendre en détail, mais voilà, il faut les avoir en tête, il y a des prorogations de dispositifs fiscaux avantageux, donc il faut l'avoir en tête. Et puis ici, pardon, encore divers amendements, on n'en a jamais fini avec la loi de finances. L'intérêt de retard qui était de 0,4% par mois avait été ramené à 0,2% en considérant à juste titre que les taux d'intérêt avaient drôlement diminué et donc il convenait d'en tenir compte. C'était un dispositif temporaire et là on reconstate à nouveau cette thématique et on confirme l'intérêt de retard à 0,2% par mois en cas de contrôle fiscal. Une petite suppression de la majoration de 25% en cas de non-adhésion à un organisme de gestion agréé, ça concerne plutôt les bénéfices non commerciaux. Et enfin, un certain nombre d'enregistrements obligatoires de certains actes de société seraient supprimés, et notamment en cas d'augmentation de capital en numéraire. Voilà. Géraldine, je te passe la parole. Bonjour à tous. Alors l'idée ici, c'est de faire un point plus général sur l'activité partielle. L'objectif n'est pas de rentrer dans le détail parce que ça mériterait une formation en soi. Et je vais tâcher d'être assez brève vu qu'on a déjà un petit peu dépassé le délai. Donc nous allons d'abord voir les règles générales de l'activité partielle, les modalités d'indemnisation et de comptabilisation et les différents contrôles mis en place par l'administration. Voilà, merci. Les différents motifs de mise en place de l'activité partielle donc, sont les arrêtés qui prévoient des fermetures, les baisses d'activité ou l'impossibilité de mettre en place les mesures sanitaires. Pour les salariés qui sont concernés, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de condition ni d'ancienneté, ni de temps de travail, ni de type de contrat de travail. Et les salariés au forfait peuvent également en bénéficier. Par ailleurs, il y a une disposition spécifique pour les salariés qui sont parents d'un enfant qui est identifié comme cas contact ou qui fait l'objet d'une mesure d'isolement et qui ne peut pas aller à l'école. Dans ce cas, il peut être aussi mis en activité partielle. Les modalités déclaratives. Dans les 30 jours du début de l'activité partielle, il y a un effet rétroactif et il faut faire cette déclaration sur le site du ministère du Travail. La directe doit répondre sous les 15 jours. En l'absence de réponse, on considère qu'elle est d'accord. Ensuite, la demande d'indemnisation est transmise quand la paye est terminée et l'administration s'engage à verser l'allocation dans un délai moyen de 12 jours. Je peux passer la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Pour ce qui est des indemnisations, le salarié reçoit une indemnité d'activité partielle en lieu et place de son salaire, qui correspond à 70% de son salaire brut, soit environ 85% de son salaire net, avec un minimum de 8,06 € par heure. Pour ce qui est de l'employeur, la situation est un peu variable en fonction de son activité. Le cas général, c'est que l'État rembourse 60% du salaire brut dans la limite de 4,5 SMIC. Il y a un dispositif renforcé qui a été mis en place pour les entreprises les plus impactées, c'est-à-dire toutes celles qui sont fermées par décret ou suite à la situation, notamment pour le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel, etc. Dans ce cas, l'indemnisation versée par l'État est égale à 70% du salaire brut,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût pour l'entreprise. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. En parallèle de ça, vu que la crise s'éternise et qu'on ne sait pas tellement comment on va sortir de tout ça, il y a une activité partielle de longue durée qui a été mise en place pour les entreprises qui ne peuvent pas redémarrer suite à la durée de la crise. Donc, c'est quand il y a la diminution d'horaire de travail d'un ou plusieurs salariés jusqu'à 40% de l'horaire légal. C'est mis en place sur 24 mois qui sont consécutifs ou non sur une période de 3 ans. Et il y a des engagements à prendre en matière de sauvegarde de l'emploi. Pour pouvoir mettre en place cette activité partielle de longue durée, il y a certaines règles, notamment obtenir un accord collectif, demander à la directe son accord avec le même principe de validation sous 15 jours. Et l'accord est valable 6 mois qu'il faudra donc renouveler pendant toute la durée d'activité partielle de longue durée. Et le principe des allocations est identique à celui de l'activité partielle traditionnelle, c'est-à-dire que le salarié reçoit 70% de sa rémunération et l'allocation reçue par l'employeur est de 60 ou 56% de salaire brut selon la date de signature de l'accord. L'impact des indemnités d'activité partielle, pour le salarié, c'est exonéré de cotisations salariales et patronales, puisqu'il s'agit d'une indemnité et non pas d'une rémunération du travail. L'indemnité complémentaire était exonérée de cotisations sociales totalement jusqu'au 30 avril 2020 et depuis, elle est exonérée à condition d'être inférieure à 3,15 fois le SMIC horaire. En revanche, les indemnités sont soumises à l'impôt sur le revenu comme tous les autres revenus de remplacement. Concernant l'employeur, l'indemnité versée aux salariés est exonérée de cotisations patronales. Pour ce qui est de la comptabilisation, je vous ai mis ici un bref rappel que je vous laisserai regarder en détail sur la façon dont on comptabilise à la fois l'allocation versée aux salariés et l'indemnisation reçue par l'État. Donc, on utilise un compte de 641 400 pour l'indemnité versée aux salariés. Et l'allocation, quant à elle, vient en diminution du même compte, par contrepartie 443 opérations particulières avec l'État. Il peut y avoir quelques cas particuliers. Il a été précisé que l'allocation à recevoir ne fait pas l'objet d'une provision à la clôture lorsque les mesures ont été annoncées avant la clôture, mais pas encore mises en place. Si à la clôture, on a des doutes sur l'éventuel recours de l'administration sur l'indemnité perçue, on peut éventuellement comptabiliser une provision pour risque comme on comptabiliserait une provision pour impôt. Et on peut comptabiliser le produit sans attendre l'accord de l'administration puisqu'on considère que de fait, elle sera obtenue et il faudra éventuellement corriger ensuite. C'est la même chose pour l'allocation partielle de longue durée. Il y a eu un recours tellement massif au chômage partiel ces derniers mois en France qu'il est évident que l'administration va chercher à contrôler et à vérifier les trop perçus. Donc, ils ont pour ça un certain nombre de pouvoirs d'investigation. Le premier, c'est contrôler par échantillonnage les données qui sont transmises avec celles qui sont transmises à l'URSSAF dans le cadre de demandes de paiement, etc., pour vérifier s'il n'y a pas des incohérences, notamment par rapport à l'activité de l'entreprise. Dans le cas où l'administration considère qu'il faut enquêter de manière plus approfondie, les enquêteurs peuvent venir sur site, interroger toutes les personnes présentes, qu'ils soient salariés ou non, demander à avoir accès aux documents et par ce biais, pouvoir éventuellement avoir accès à la boîte mail de l'entreprise. Donc, ils ont des pouvoirs d'investigation très élargis pour s'assurer que les salariés ont respecté ce qui avait été demandé dans l'accord et notamment que, par exemple, ils n'ont pas télétravaillé alors qu'ils étaient en activité partielle, qui n'ont pas travaillé plus que ce qui était convenu dans l'accord. Donc, il faut être assez vigilant. Il y a beaucoup de contrôles qui sont diligentés. On va voir quelques informations sur ce sujet sur la slide suivante. Ah non, excusez-moi, c'était celle-là. Il a été demandé par l'administration d'être très compréhensif avec les entreprises et de distinguer dès le stade du contrôle s'il s'agit d'une erreur ou d'une fraude. Si c'est une erreur, l'administration est invitée à discuter avec l'entreprise et à trouver un accord et à faire corriger et régulariser les allocations qui auraient été versées de manière indue et pour que pour l'avenir, les déclarations soient faites correctement et qu'il y ait des pénalités vraiment minimum. À l'inverse, si c'est une fraude, la sanction est lourde puisqu'elle peut être punie jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende et on est interdit d'aide pendant 5 ans. Donc, c'est des sanctions assez lourdes. Dans ce cas-là, l'administration sera intransigeante. Donc, il y a une vraie différence d'état d'esprit qui est faite par la directe au moment des contrôles. Et c'est important de le savoir et donc de ne pas hésiter à négocier si vous avez un jour quelques soucis sur vos demandes de remboursement. Et voilà, c'est terminé. Ouais, je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Philippe pour conclure et éventuellement répondre à vos questions.
Oui, merci Géraldine. Donc, si vous avez des questions, je vous propose de les poser maintenant et puis en fonction de la thématique, on sera ravis d'y répondre. Ah, un nouveau message. Sur le crédit d'impôt loyer, pouvez-vous préciser si chaque l'avoir constituera ou non une charge déductible? Alors, c'est un crédit d'impôt, donc ce sera pas ce sera considéré comme une subvention du côté entreprise. Je repréciserai le thème sur la question. La question est pertinente de savoir si on déduira ou pas le loyer. Mais cela dit, si on a bénéficié de l'abandon, a priori, vous serez en zone en déficit, donc l'impact sera moindre. Donc, on répondra à Benoît plus précisément sur ce sujet. Bon, je vous propose de clôturer l'événement et puis merci d'avoir assisté, d'avoir partagé avec nous cette présentation. Bonne fin de journée à tous. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci. Merci.